Bienvenue à tous dans cette semaine aux Amériques. Au sommaire de ce numéro, il a détrôné Bill Gates. Carlos Slim devient l'homme le plus riche du monde. Gros plan sur la success story de ce fils d'immigrés libanais au Mexique. Plus de 100 personnes tuées en 3 jours à Ciudad Juárez. Et pour la première fois, des Américains sont visés. La ville la plus dangereuse du monde est plus que jamais sous tension. Et puis l'obésité est-elle en passe d'être maîtrisée aux États-Unis? La réponse est oui. Vous verrez le reportage de notre correspondant aux États-Unis. Et d'abord, difficile de se rendre au Mexique sans acheter, sans consommer du Carlos Slim. Le magnat des télécoms s'est implanté progressivement dans tout le pays, rachetant plus de 200 entreprises, à tel point qu'il est devenu cette année l'homme le plus riche du monde, selon le magazine Forbes. Et il est le premier non-américain à remporter ce titre depuis 2004. Son visage ne vous dit peut-être rien, et pourtant voici l'homme le plus riche de la planète. Carlos Slim, 70 ans, est à la tête d'une immense fortune. Son pactole est estimé à 53,5 milliards de dollars. Son empire est tel qu'il est difficile de passer une journée au Mexique sans lui verser un seul peso. Carlos Slim domine l'économie mexicaine, c'est un touche-à-tout. Il a bâti un sacré empire. Car ce fils d'immigrés libanais a une spécialité, racheter des entreprises en difficulté pour les remettre en selle. En 90, il reprend ainsi la compagnie publique de téléphone Telmex, alors au bord de la faillite. Ce même groupe contrôle aujourd'hui 83% du réseau téléphonique mexicain. Cette fabuleuse fortune contraste pourtant avec le style de vie du milliardaire. Carlos Slim vit dans la même demeure depuis 40 ans. Veuf et père de 6 enfants, il évite les avions privés, les yachts et autres fantaisies prisées par la jet-set. Au fil des ans, Carlos Slim a acheté tout ce qui lui passait sous la main. Aujourd'hui, il possède plus de 200 sociétés. Le Wall Street Journal affirme qu'à lui seul, il représente près de 7% du PIB au Mexique. Une toute-puissance qui suscite autant l'admiration que l'indignation des Mexicains. Dans un pays où la moitié de la population vit sous le seuil de pauvreté, il est soupçonné de jouir des faveurs du pouvoir. Malgré tout, le Mexicain est numéro 1 cette année et relègue le fondateur de Microsoft, Bill Gates, à la 2e place. Sur la 3e marche du podium de ce classement Forbes, l'indétrônable Warren Buffett. Mais à leur instar, Carlos Slim n'a jamais manifesté son intention de donner une partie de sa fortune à des associations de charité. Il s'est tout de même impliqué dans des actions de lutte contre la pauvreté et l'illettrisme en Amérique latine. On reste au Mexique où la guerre contre les cartels de la drogue est plus périlleuse que jamais. Rien que le week-end dernier, les violences ont fait plus de 100 morts et pour la première fois, des citoyens américains ont été visés. Une employée du consulat américain et son mari ont été tués par balle le week-end dernier. Conséquence, le FBI a débarqué à Ciudad Juárez. C'est la bande des Aztèques, des tueurs à la solde du cartel de Juárez qui serait derrière ces assassinats. Ney Naïm. Dans cette voiture, les occupants ont été pris pour cible. Une femme employée à l'ambassade et son époux ont été abattus en plein jour. Leur fillette, qui était avec eux pendant l'attaque, a survécu. Pendant ce temps, le mari mexicain d'une autre employée du consulat est assassiné de la même façon. Des crimes sans précédent, puisque c'est la première fois que des représentants officiels américains sont visés. Cette affaire a de très importantes répercussions, pas seulement pour Ciudad Juárez, mais aussi pour la relation diplomatique entre Mexico et les États-Unis. En effet, l'affaire est prise très au sérieux par Washington. Le président Obama s'est dit outré par l'acte de violence perpétré contre des Américains. De son côté, le président mexicain Felipe Calderón, en visite à Ciudad Juárez, en appelle à l'aide américaine, soulignant que la criminalité au Mexique est intimement liée à la consommation de drogue aux États-Unis. Votre problème nous attriste, il nous affecte, nous voulons le résoudre. Cela devient plus compliqué désormais, bien plus depuis les meurtres de samedi, car la situation prend une dimension internationale. Nous devons redoubler d'efforts pour régler nos problèmes. Des problèmes que Washington est déjà fortement engagé à combattre. Une aide de 1,3 milliard de dollars est allouée au gouvernement de Mexico. Mais pour certaines associations mexicaines, il n'y a pas de volonté politique de mettre fin à la violence. Il n'y a pas de volonté claire de résoudre les problèmes de la ville. Prenons par exemple le problème des femmes.
Depuis 15-20 ans, des femmes sont assassinées. Aucun cas n'a été résolu et il n'y a aucun coupable. C'est donc une population excédée qui a accueilli le président Calderón à Ciudad Juárez. Une foule de manifestants s'en est pris à la politique des autorités mexicaines. Ces 3 dernières années au Mexique, la guerre entre les cartels de drogue a fait plus de 15 000 morts. Les élections législatives en Colombie ont conforté la droite et notamment le parti du président Álvaro Uribe qui ne va pas pouvoir se représenter, vous le savez. La droite remporte 50 sièges sur les 102 du Parlement, mais plus étonnant, l'ombre des paramilitaires, ces responsables de dizaines de milliers de morts ces 20 dernières années en Colombie, a plané sur ces élections. Au moins 25 sièges sont revenus à des proches de ces milices d'extrême droite. Haïti encore, Haïti toujours. L'île frappée il y a 2 mois par la pire catastrophe naturelle de l'histoire moderne. On le rappelle, 230 000 morts, 1 million de sans-abri et l'aide qui a toujours du mal à arriver. Nos envoyés spéciaux Karima Kiki et Jessica Lemazurier sont retournés dans un bidonville de Port-au-Prince. Voyez leur reportage. Ici, les habitants cherchent toujours les corps des victimes. 2 mois après le séisme, de nombreux morts restent encore ensevelis sous les décombres. Métellus Leroy est assis là depuis 4 jours. Sa femme et ses enfants sont enterrés sous ces gravats. Pour lui, impossible de faire le deuil tant que leurs corps ne seront pas trouvés. Personne n'est venu l'aider, alors il a payé quelques habitants pour dégager sa famille. C'est pas normal, mais bon, moi, je suis obligé de le faire. Parce que j'aime beaucoup les familles. Nous sommes au cœur de Ravin Pintad, le bidonville oublié de la capitale. À seulement quelques kilomètres d'ici, on peut apercevoir le dôme détruit du palais présidentiel. Près de 5000 personnes habitaient ce bidonville. Presque toutes les maisons ont été détruites. Ravin Pintad se situe sur la ligne de faille qui traverse Port-au-Prince. Cet homme est un des chefs de la communauté. Son objectif, attirer l'aide dont ils ont tant besoin. C'est difficile car l'aide n'arrive pas jusqu'ici. J'ai dû aller moi-même demander aux ONG de nous aider. Mais ils m'ont dit qu'ils avaient peur des kidnappings. Et du coup, ils ne sont jamais venus. Vincent Gramont est français. Il vit entre Paris et Haïti depuis 8 ans. Il tente d'encourager les ONG à aider les habitants de Ravin Pintad. Pour moi, c'est un quartier martyr, quoi. C'est-à-dire que vraiment, il a été énormément touché. Beaucoup de morts et beaucoup de destruction, quoi. Et une grosse problématique à la base, hein, c'est qu'est-ce qu'on va faire de ce quartier, quoi. Est-ce qu'on va reconstruire sur une faille? Est-ce qu'on va proposer des solutions à la population? C'est un défi technique, c'est un défi pour les autorités haïtiennes, c'est un défi pour les bailleurs de fonds. Il faut du courage pour faire tout ça. Aujourd'hui, c'est dans ce camp de fortune que vivent les habitants de Ravin Pintad. Ils ne savent pas combien de temps ils resteront ici, ni où ils peuvent aller pour reconstruire une nouvelle vie. Aux États-Unis, l'obésité serait-elle en passe d'être maîtrisée? C'est en tout cas ce que suggère une étude, alors que plus d'un tiers d'Américains sont considérés comme obèses. Alors les habitudes alimentaires des Américains sont-elles en train de changer? Notre correspondant Guillaume Meyer s'est rendu dans un quartier pauvre de Philadelphie où pour la première fois depuis des années, les habitants ont enfin accès à des fruits et des légumes grâce à l'installation d'un vrai supermarché. Regardez. Les quartiers nord de Philadelphie, longtemps détentrices du triste record de ville la plus grosse des États-Unis. Ici, criminalité et pauvreté riment aussi souvent avec obésité. Il faut dire que pour faire ses courses, il n'y avait jusque-là pas beaucoup de choix. Fast-food et poulets frits régnaient en maître sur l'alimentation. Fin 2009, c'est la révolution. Un supermarché s'installe dans le quartier. Jeff Bickey dirige le magasin. Et il est plutôt fier de son rayon frais. Des pêches, des kiwis, des pamplemousses, nous vendons vraiment toutes sortes de fruits ici. Jeff est un manager heureux. Les affaires vont bien. Peut-être parce que ses clients en avaient assez de se contenter de la restauration rapide. Nous sommes contents d'être installés ici. Cela faisait 11 ans qu'ils n'avaient pas vu de supermarché dans ce quartier. Une salade, des légumes, Antoinette surveille son poids. Et c'est donc un déjeuner parfaitement équilibré qu'elle se prépare. Le supermarché a changé ses habitudes. Je pense que les gens devraient faire plus attention à ce qu'ils mangent. Grâce à ce supermarché, on peut éviter la nourriture à emporter et d'autres fast-foods.
Pour le docteur Gary Foster, qui étudie l'obésité depuis plus de 30 ans, l'ouverture d'un vrai supermarché dans le quartier est une bonne nouvelle. Mais pour lui, ce qui compte encore plus peut-être, c'est l'engagement de Michelle Obama, venue elle-même saluer l'installation du magasin. Michelle Obama a fait de la lutte contre l'obésité sa grande priorité. Ça, c'est vraiment important. Maintenant, on parle plus de ce problème. Je pense que c'est un droit fondamental d'avoir accès à la même nourriture que tout le monde. Ça n'est pas normal d'avoir à limiter ses choix alimentaires à ce que proposent les stations-service, par exemple. Un supermarché, c'est bien, mais encore faut-il savoir y faire le bon choix. Certains ont du mal à résister, par exemple, aux gâteaux multicolores. Autre grand coupable, le rayon chips et soda, toujours bien fourni. Disparaîtront-ils un jour? Karima n'y croit pas une seule seconde. Non, vous rigolez. Les gens adorent les sodas. Une évidence qui devra passer de mode pour inverser de manière durable la courbe de poids des Américains. Enfin, pour finir, on n'arrête pas le progrès. La police colombienne a découvert dans un entrepôt de Bogota 16 kilos de cocaïne dissimulée dans des copies de sculptures de l'artiste Fernando Botero. La drogue était mélangée aux matériaux même des sculptures et devait être envoyée à Madrid. Et c'est la fin de cette semaine aux Amériques. Merci à tous de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même continent. Merci à tous.